vous passez probablement vos week-ends d'été à genoux, à arracher inlassablement les mêmes mauvaises herbes qui réapparaissent 2 semaines plus tard. Chaque printemps, vous dépensez des fortunes en paillage, en désherbants chimiques inefficaces à long terme et en plantes prétendument miraculeuses achetées en jardinerie, pour vous retrouver en août face au même chaos végétal. Après des années de frustration, une vérité s'impose. La raison pour laquelle la plupart des jardiniers français perdent la guerre contre les adventices n'a rien à voir avec leur force de travail, mais avec la nudité de leur sol. Un sol nu est une invitation ouverte à la germination. Chaque pluie sur une terre exposée active les graines dormantes qui attendent la lumière. La solution durable n'est pas chimique, elle est vivante. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment transformer votre jardin grâce à une canopée végétale permanente. Les plantes couvre-sol vivaces adaptées à nos terroirs. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement quelles espèces choisir selon votre région, comment les installer pour étouffer définitivement les mauvaises herbes et comment les entretenir avec un minimum d'effort. Notre feuille de route est simple. Nous classifierons d'abord ces solutions selon les grands climats français, puis nous décortiquerons les meilleures variétés thermorésistantes et rustiques, avant de passer à un guide de plantation, étape par étape, pour éviter les pièges des jardineries. Nous terminerons par votre plan d'action saisonnier. Pour réussir son aménagement paysager en France, il est indispensable de sortir du schéma simpliste des catalogues et de classifier les couvre-sols selon les réalités de nos microclimatologies locales. L'Hexagone se divise en 4 grandes zones d'influence qui dictent la vitesse de croissance et la résistance des plantes. En climat océanique, de Brest à Bordeaux, caractérisé par des hivers doux et des étés tempérés, l'enjeu majeur est la gestion de l'humidité constante qui favorise le développement rapide du feuillage, mais aussi des limaces. À l'opposé, le climat méditerranéen exige des végétaux dotés de mécanismes de résistance à la sécheresse estivale prolongée, capables de survivre dans des sols pauvres et rocailleux, sous un soleil de plomb. Les zones continentales, est et nord, et montagnardes imposent quant à elles une stricte observation des zones de rusticité européenne, zones de gel allant de 6 à 8, où les plantes doivent tolérer des hivers rigoureux et des gelées printanières, tardives. Outre le climat régional, la classification se fait par l'exposition et la nature du support. Pour les zones de plein soleil et les talus arides, on privilégiera des plantes de type succulent ou des aromatiques rampantes à cuticules épaisses qui limitent l'évaporation. Pour les zones d'ombre sèche, souvent situées sous de grands arbres comme les chênes ou les hêtres, qui captent toute l'eau de pluie. Le choix se portera sur des vivaces rhizomateuses ou stolonifères capables de coloniser le sol, malgré la concurrence racinaire. Enfin, la culture en contenant, bac de terrasse ou balcon, demande des variétés au système racinaire plus compact, tolérant des cycles de dessèchement et de réhumectation plus rapides qu'en pleine terre. Analysons les meilleures options disponibles en France, en commençant par le frampan, Phlox subulata. Cette vivace forme un tapis dense, semblable à de la mousse, qui s'épanouit au soleil. Son grand avantage est sa floraison printanière spectaculaire en avril-mai, capable de recouvrir entièrement le feuillage sous un manteau rose, violet ou blanc. Très rustique, jusqu'à 20 degrés, il excelle sur les talus et dans les sols caillouteux bien drainés. Son inconvénient ? Il supporte mal les sols lourds et argileux qui retiennent l'eau en hiver, provoquant le pourrissement de son collet. Côté entretien, oubliez les engrais qui le rendent trop lâche et sensible aux maladies. Un simple rafraîchissement à la cisaille après la floraison suffit pour densifier le tapis. Pour les zones de piétinement ou entre les pas japonais, le thym serpolet, Thymus serpyllum, est l'alternative aromatique idéale. Il supporte un piétinement modéré et libère un parfum agréable. Il exige un soleil brûlant et un sol squelettique. Son point faible reste sa sensibilité à l'excès d'azote qui détruit sa compacité et ouvre la porte aux adventices. Pour l'ombre dense et humide, l'ajuga rampant ou bugle rampante, Ajuga reptans, s'impose. Ces stolons colonisent l'espace en une seule saison, créant un tapis violacé ou panaché, variété Burgundy Glow, totalement étanche à la lumière. Si elle tolère les sols compacts, elle redoute les sécheresses caniculaires du sud, où son feuillage grille rapidement. Enfin, pour le défi majeur de l'ombre sèche sous les arbres, l'éphémère du Japon ou le lamier maculé, Lamium maculatum,
offre un feuillage argenté qui illumine les coins sombres, tout en résistant au manque d'eau une fois installé. Son entretien se limite à un nettoyage des feuilles sèches en fin d'hiver. Le succès de votre couverture végétale dépend de la qualité des plants et de la rigueur de l'installation. En jardinerie française, fuyez les godets dont les racines tournent en chignon serré au fond du pot, ou ceux qui présentent des signes de jaunissement, synonyme d'un arrosage irrégulier. Privilégiez des godets de 9 cm sains, compacts, avec des racines blanches bien réparties. Avant de planter, la préparation du sol est cruciale. N'utilisez pas de motoculteur qui segmente les racines des liserons ou des chiens-dents et multiplie le problème. Desherbez manuellement à la gouge ou au couteau de désherbage en extrayant l'intégralité du système racinaire. Pour la plantation, adoptez impérativement un schéma en quinconce, en zigzag, et non en ligne droite. Cette disposition réduit les vides diagonaux de 30% et accélère la fermeture du couvert. Espacez les petits développements, thym, phlox, de 25 cm, et les grands, géranium vivace, ajuga, de 40 cm. Après la mise en terre, appliquez un paillage organique léger, 2 à 3 cm maximum de broyat de branches ou de cosses de sarrasin, pour maintenir l'humidité sans étouffer le collet des plantes. L'erreur classique en France est de surarroser les variétés de soleil durant leur premier été ou, au contraire, d'abandonner les plantes d'ombre sans eau. Durant les 6 premières semaines, un arrosage copieux 1 à 2 fois par semaine est requis pour forcer les racines à descendre en profondeur. Pour accélérer le processus sans dépenser plus, vous pouvez placer du carton brut non imprimé entre les godets sous le paillis. Il bloquera la lumière pendant 1 an avant de se décomposer. En résumé, la lutte contre les mauvaises herbes ne se gagne pas à force de chimie ou de binage hebdomadaire, mais en imitant la nature par l'installation d'une couverture vivante et dense. Pour vous accompagner au fil des mois, voici votre checklist saisonnière. En automne ou au début du printemps, préparez vos sols par un désherbage manuel minutieux et installez vos jeunes plants en quinconce pour profiter des pluies saisonnières. En été, surveillez l'arrosage des plantations de l'année, de préférence tôt le matin et de manière ciblée, sans jamais fertiliser les couvre-sols de terrains secs qui perdraient leur pouvoir occultant. À la fin de l'hiver, effectuez une taille de propreté rapide à la cisaille sur les variétés printanières pour stimuler l'apparition de nouvelles pousses bien denses. Ce système demande un investissement initial en temps et en observation, mais il vous libérera des corvées répétitives pour les 10 prochaines années. Maintenant, c'est à vous de jouer pour adapter ces conseils à votre réalité locale. Quel est le principal problème de sol ou de climat auquel vous faites face dans votre région française? Et quelle variété parmi celles présentées aujourd'hui allez-vous tester en priorité pour y remédier? Partagez vos retours et vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Je réponds à tout le monde pour affiner nos calendriers de culture. Pour réussir son aménagement paysager et éradiquer durablement les adventices en France, il est indispensable de sortir du schéma simpliste des catalogues généralistes et de classifier les couvre-sols selon les réalités de nos microclimatologies locales. L'Hexagone se divise en 4 grandes zones d'influence qui dictent directement la vitesse de croissance, la densité du feuillage et la résistance des plantes. En climat océanique, de Brest à Bordeaux, caractérisé par des hivers doux et des étés tempérés, l'enjeu majeur est la gestion de l'humidité constante. Les plantes y poussent vite, mais le jardinier doit veiller à choisir des variétés qui ne redoutent pas les sols asphyxiants en hiver et qui résistent à la pression des limaces. À l'opposé, le climat méditerranéen et le Grand Sud exigent des végétaux dotés de mécanismes stricts de résistance à la sécheresse estivale prolongée. Dans ces régions, le sol subit un stress thermique intense. Il faut donc des plantes à cuticules épaisses ou de type succulent, capables de survivre dans des terres pauvres, calcaires et rocailleuses, sous un soleil de plomb, tout en maintenant un tapis occultant. Les zones continentales, est et nord, et montagnardes imposent quant à elles une observation rigoureuse des zones de rusticité européenne, principalement les zones 6 à 8. Les plantes sélectionnées doivent impérativement tolérer des hivers rigoureux, avec des gels prolongés, mais aussi des gelées printanières tardives qui pourraient détruire les jeunes pousses chargées de fermer la canopée. Outre le climat régional, la classification efficace des couvre-sols se fait selon 3 types d'exposition et de supports bien distincts. Le premier groupe rassemble les plantes de plein soleil et de talus arides.
Ce sont les championnes du strict minimum. Elles s'épanouissent là où le gazon grille et où la terre s'érode. Leur structure racinaire est conçue pour fixer le sol en pente tout en supportant une évaporation maximale. Le deuxième groupe concerne les zones d'ombre sèche, souvent considérées comme le pire cauchemar des jardiniers français. Ces espaces se situent généralement au pied des grands arbres feuillus, comme les chênes, les érables ou les hêtres ou le long des murs orientés au nord, avec un débord de toiture. Les racines des arbres captent la moindre goutte d'eau et bloquent la lumière. Pour coloniser ce désert biologique, il faut classifier des vivaces rhizomateuses ou stolonifères spécifiques, capables de ramper activement et de se nourrir du tapis de feuilles en décomposition sans exiger d'arrosage répété. Enfin, le troisième groupe répond à la forte demande de la culture en contenant. Une pratique majeure pour l'audience urbaine ou périurbaine française. Balcons, terrasses, cours pavés. Cultiver un couvre-sol en bac ou en jardinière modifie totalement l'entretien. Le volume de terre limité expose les racines à des amplitudes thermiques plus fortes. Le gel y est plus mordant et le dessèchement plus rapide. Les variétés retenues pour ce format doivent posséder un système racinaire fibreux, mais non traçant, pour ne pas faire éclater les peaux et tolérer des cycles de sécheresse temporaire entre deux arrosages. Comprendre cette classification est le seul moyen de choisir la bonne arme végétale pour votre terrain, garantissant qu'une fois installée, la plante prenne le dessus sur la flore spontanée, sans exiger que vous passiez vos week-ends avec un tuyau d'arrosage ou un sac d'engrais à la main. Passons maintenant à l'analyse détaillée des meilleures variétés de couvre-sol plébiscitées en France. En décortiquant leurs exigences réelles sur le terrain, pour vous éviter les déceptions post-achat. Commençons par le phlox rampant, Phlox subulata. C'est la plante idéale pour les rocailles et les bordures de massifs en plein soleil. Son principal avantage est visuel. En avril et mai, il se métamorphose en un tapis de fleurs roses, violet ou blanc si dense qu'on ne distingue plus le feuillage. Très rustique partout en France, il supporte les hivers rigoureux de l'Est comme les étés secs. Cependant, son point faible réside dans sa haine des sols lourds, compacts et argileux, si fréquents dans le bassin parisien ou le sud-ouest. En terre asphyxiante, son collet pourrit durant l'hiver. Pour réussir, plantez-le exclusivement en sol drainant ou sur talus. Côté entretien, retenez cette règle contre-intuitive. Bannissez les engrais. Un apport d'azote le rendrait instable, gringalet, et laisserait le champ libre aux mauvaises herbes. Une simple tonte légère à la cisaille juste après la floraison suffit pour forcer le tapis à se densifier. Pour les zones de passage, entre des dalles ou le long d'une allée gravillonnée, le thym serpolé, Thymus serpyllum, est le champion incontesté. En plus de son odeur de garrigue typique du bassin méditerranéen, cette aromatique supporte un piétinement modéré, ce qui en fait une excellente alternative écologique au gazon dans les régions du sud. Il demande un soleil cuisant et un sol pauvre, voire calcaire. Son inconvénient majeur est sa lenteur d'installation la première année, période durant laquelle il faut rester vigilant sur le désherbage manuel. Tout comme le phlox, l'apport de terreau riche ou d'engrais est une erreur fatale qui provoque l'apparition de zones dégarnies et de maladies cryptogamiques. Une fois installé, l'arrosage est inutile, même en période de canicule. Pour résoudre le casse-tête de l'ombre, deux solutions s'affrontent sur le territoire français. D'un côté, l'ajuga rampant, Ajuga reptans, remarquable dans les zones fraîches, de préférence à l'ouest ou au nord du pays. Grâce à ses stolons, des tiges aériennes qui s'enracinent à chaque nœud, il colonise l'espace à une vitesse surprenante. Son feuillage persistant, souvent violacé ou panaché, bloque totalement la lumière. Son inconvénient, il exige une humidité minimale du sol. Dans le Midi ou lors des étés de plus en plus chauds que connaît l'Hexagone, l'ajuga subit un stress hydrique majeur et peut disparaître en quelques semaines si le sol s'assèche complètement. C'est là que sa rivale entre en scène pour l'ombre sèche, le lamier maculé, Lamium maculatum. Si vous avez un vieux chêne ou un érable qui pompe toute l'eau au fond du jardin, oubliez l'ajuga et choisissez le lamier. Ses feuilles argentées réfléchissent la moindre lueur, illuminant les coins sombres. Contrairement à la majorité des plantes d'ombre, le lamier tolère une terre sèche et ingrate une fois son système racinaire installé. Sa seule contrainte est esthétique. En fin d'hiver, son feuillage peut paraître un peu fatigué ou dégarni. Un rabat sévère à ras du sol en mars
permet de stimuler une nouvelle vague de feuilles impeccables et ultravisuelles qui étoufferont les levées de dormance des adventices dès le mois d'avril. Passons à l'action avec un guide pratique calibré pour les réalités du marché et du climat français. Tout commence lors de votre visite en jardinerie ou chez votre pépiniériste local. L'erreur initiale de la plupart des jardiniers français est de craquer pour le plan le plus fleuri ou le plus grand. C'est un piège. Une plante fleurie en godet de 9 cm a déjà épuisé ses réserves pour séduire l'acheteur. Fuyez absolument les godets dont les racines s'échappent massivement par les trous de drainage et forment un chignon compact et indémêlable au fond du pot. Ce stress racinaire ralentira la reprise de plusieurs mois. Choisissez des plants trapus, bien verts, sans taches suspectes sur le feuillage, et vérifiez délicatement que les racines sont blanches, saines et encore souples. Si vous achetez en plaques de culture, souvent plus économiques pour couvrir de grandes surfaces, assurez-vous que le terreau n'est pas totalement desséché et rétracté contre les parois de l'alvéole, une fois chez vous. La préparation du lit de plantation est cruciale. Ne commettez jamais l'erreur typiquement française de passer un coup de motoculteur sur une zone infestée de liserons, de chiandes ou de faux pissenlits. Le passage des fraises va segmenter les rhizomes et les racines de ces adventices coriaces. Chaque petit morceau coupé va se transformer en une nouvelle plante vigoureuse, multipliant par 10 votre problème initial. Travaillez manuellement à l'aide d'une gouge de désherbage ou d'une fourche-bêche pour extraire l'intégralité des systèmes racinaires profonds. Pour l'implantation, jetez vos plants de plantation en ligne droite ou en grille. Installez impérativement vos godets en quinconce, c'est-à-dire en zigzag. Cette géométrie optimise l'occupation de l'espace au sol, réduit les couloirs de lumière de près de 30% et accélère la fermeture complète du tapis végétal d'une saison entière. Concernant la gestion de l'eau, il faut tordre le cou à l'idée reçue qu'une plante dite « sans entretien » n'a pas besoin d'eau au départ. Durant les 6 à 8 premières semaines, suivant la plantation, le climat français, même en Bretagne ou en Normandie, peut connaître des périodes de sécheresse printanière ou estivale de plus en plus marquées. Arrosez copieusement 1 à 2 fois par semaine. L'objectif est d'effectuer un arrosage localisé et profond qui descend à 15 cm de profondeur pour forcer les racines à plonger, plutôt qu'un petit jet quotidien superficiel qui maintient les racines en surface et rend la plante dépendante. Pour les plantes de terrain sec comme le thym ou le phlox rampant, coupez définitivement les apports d'eau dès la 2e année. Côté parasites et maladies en Europe, le principal fléau des jeunes couvre-sols tendres, comme l'ajouga ou le lamier, reste l'invasion printanière des limaces et des escargots espagnols, particulièrement voraces après les giboulées d'avril. Protégez vos jeunes plantations à l'aide de granulés de phosphate de fer, utilisables en agriculture biologique et sans danger pour les hérissons ou les animaux de compagnie, dès les premiers signes de grignotage. Enfin, pour diviser vos coups de paillage par 2 tout en bloquant l'herbe le temps que vos vivaces s'étalent, utilisez la technique du carton. Tapissez les espaces vides entre vos godets avec du carton brun d'emballage débarrassé de ses adhésifs. Puis, recouvrez-le de 2 cm de broyat de branches locales ou de paille de chanvre. Le carton se décomposera proprement en 1 an, laissant le champ libre à vos plantes couvre-sol enfin installées et autonomes. En conclusion, gagner la guerre contre les mauvaises herbes dans nos jardins français ne demande pas une débauche d'énergie ou l'usage de produits chimiques agressifs, mais simplement un changement radical de méthode. En imitant les dynamiques naturelles et en installant une canopée vivante, vous transformez votre sol en un espace hermétique aux adventices, tout en valorisant la biodiversité de votre région. Pour vous accompagner pas à pas dans cette transition et garantir la réussite de vos aménagements au fil des mois, voici votre plan d'action sous forme de checklist saisonnière adapté au calendrier horticole français. Début d'automne, septembre, octobre. C'est la période idéale en France pour planter la majorité des couvre-sols, surtout en climat océanique et méditerranéen. Le sol est encore chaud, les pluies automnales reviennent, ce qui permet un enracinement optimal avant les premières gelées, sans aucune corvée d'arrosage. Fin d'automne, novembre, dans les régions intérieures et montagneuses. Paillez légèrement le pied des jeunes plantations semi-rustiques ou récemment installées avec des feuilles mortes saines pour les protéger des premiers gels rigoureux. Fin d'hiver.
Février, mars. Procédez au nettoyage de vos massifs. Taillez sévèrement à ras du sol les lamiers ou les géraniums vivaces s'ils ont souffert du gel, afin de stimuler une pousse printanière ultra dense. Pour le phlox rampant ou le thym serpolet, contentez-vous d'éliminer les parties sèches début de printemps. Avril. Soyez vigilants face aux premières attaques de limaces et d'escargots qui ciblent les jeunes pousses tendres, des couvre-sols d'ombre. Déposez vos granulés de phosphate de fer dès les premiers jours doux et humides. Milieu de printemps, mai. Admirez la floraison de vos phlox, ajuga et mazous. C'est le moment de repérer les éventuels petits manques dans votre tapis végétal pour y replacer un godet avant que les herbes indésirables n'en profitent début d'été, juin. Pour les plantes de plein soleil installées depuis plus d'1 an, stoppez définitivement tout arrosage artificiel. Laissez-les endurcir leur cuticule pour faire face aux restrictions d'eau estivales de plus en plus fréquentes dans nos départements. Cœur de l'été, juillet-août. En période de canicule, offrez un arrosage copieux mais espacé, 1 fois par semaine. Tard le soir, uniquement aux variétés d'ombre fraîche ou aux plantations de l'année. Abstenez-vous de toute fertilisation qui fragiliserait la structure compacte de vos tapis. En appliquant ce calendrier, vous réduirez drastiquement votre charge de travail et vos dépenses annuelles en produits de traitement ou en sacs de paillage du commerce. Le jardinage devient alors un plaisir d'observation plutôt qu'une lutte permanente à genoux dans la terre. Pour enrichir notre prochaine vidéo et adapter au mieux mes fiches de culture, j'ai besoin de votre aide. Quel est le plus gros point noir de votre jardin actuel? Une pente aride en plein soleil, une zone d'ombre sèche sous un grand arbre ou une terre argileuse impossible à désherber? Et quelle est la toute première variété de cette liste que vous allez planter cette saison pour régler le problème? Partagez vos retours et vos expériences régionales dans les commentaires ci-dessous